Maintenant, je demande à Monsieur Hugues Fontenaz de nous rejoindre. Donc, Hugues Fontenaz est architecte de plusieurs réserves muséales. On en a évoqué certaines depuis le début des journées d'études, notamment celles de Poitiers, d'Épernay, Musée de l'air et de l'espace, Saint-Malo actuellement, qui sont en cours de construction. Et donc, Hugues va nous parler de l'inertie thermique et hydrique. Donc, on continue sur le climat. Merci. Merci. Oui, donc je vais parler du point de vue d'un architecte. Et c'est vrai que quand on est architecte et qu'on est confronté à un programme de centre de conservation de collections patrimoniales, le premier terme qu'on voit souvent apparaître, c'est celui d'un premier objectif, c'est celui d'un bâtiment qui représente une forte inertie. Alors, il faut quand même rappeler ce qu'est l'inertie. L'inertie, c'est une caractéristique de matériaux, voire d'un ensemble de matériaux sous forme d'un bâtiment, et qui concerne la capacité à emmagasiner de la chaleur ou du froid, et puis à l'emmagasiner longtemps et à la restituer sur un temps plus long après coup. Donc c'est bien la question de matériaux qui a cette capacité d'inertie dont il est question. Et les matériaux qui permettent d'accéder à l'inertie, on les connaît, c'est plutôt des matériaux qui vont être de type minéral, par exemple la pierre, la terre, la brique, etc. Tous ces matériaux solides, durs, massifs, ils permettent effectivement d'emmagasiner et de restituer cette chaleur ou ce froid. Mais quand on parle avec des ingénieurs thermiciens, la question qui se pose, c'est bien d'accéder à l'inertie. Accéder à l'inertie, ça suppose que ces matériaux, on puisse y accéder dans le volume concerné, dont on veut faire bénéficier l'inertie, qu'on y accède. Ces matériaux, il va falloir qu'ils soient directement en contact avec le volume concerné qui devrait bénéficier de cette inertie. Directement en contact, ça veut dire sans parois, sans écran, sans même l'écran le plus mince. Par exemple, dans cette salle, il est possible qu'au-dessus de ce magnifique plafond en bois, il y a un plancher béton qui nous permettrait d'accéder à l'inertie. Mais puisqu'on a mis un faux plafond en bois, on n'accédera pas à l'inertie que pourrait procurer ce plancher béton. Donc cette question de l'accès à l'inertie est extrêmement importante. Cette question de l'accès à l'inertie est aussi importante parce qu'en tant qu'architecte, on voit beaucoup en ce moment des programmes de centres de conservation qui nous demandent de l'inertie, et puis aussi des maîtrises d'ouvrage qui nous demandent souvent, qui nous sollicitent pour la réhabilitation de bâtiments existants. Et on sait qu'il y a de consignes très fortes de la part de nombreuses tutelles dans un souci environnemental d'utiliser le patrimoine bâti existant. Et ça paraît d'autant plus évident souvent pour les collectivités, pour les bâtiments de réserve, qui ne sont pas des bâtiments très valorisants politiquement, que dire on va dépenser des sommes parfois assez considérables pour des lieux qui ne seront pas accessibles au public. Eh bien, la tentation de construire un bâtiment, enfin de réaménager un bâtiment existant pour y installer des réserves, elle est très très fréquente. Et quand on est, en tant qu'architecte, confronté à cette double demande, réhabiliter un bâtiment existant et que le bâtiment soit inerte, on se trouve très souvent confronté à des bâtiments qui n'ont aucune capacité d'inertie. Bon, et ça, c'est extrêmement important. On voit beaucoup de programmes de centres de conservation qui proposent à des équipes de maîtrise d'œuvre de réhabiliter des bâtiments industriels périphériques qui sont peut-être avec des enveloppes d'étanchéité à la pluie correctes, parfois, pas toujours, mais qui ont des parois extrêmement légères, des charpentes métalliques, des couvertures très fines, peut-être isolées correctement ou passablement, mais qui en aucun cas, sauf peut-être le plancher, le dallage qui les constitue, ne permettront d'accéder à la moindre inertie. C'est illusoire. Et je voyais récemment, il y a quelques jours, une collectivité de l'ouest de la France qui relance un appel à consultation, de programmation, suite à une consultation de maîtrise d'œuvre qui avait eu lieu il y a 2 ans, à laquelle j'avais participé. On avait tous dit en tant que maître d'œuvre à ce maître d'ouvrage, mais vous nous demandez de faire des archives avec un bâtiment inerte dans une réhabilitation de bâtiment d'un hangar métallique qui ne pourra jamais permettre d'accéder à l'inertie. Le maître d'ouvrage s'est entêté, moyennant quoi, 2 ans après avoir constaté l'échec de cette voie, effectivement, on relance la consultation. Ça, c'est extrêmement important en ce moment dans la configuration, parce que la vertu supposée de la réhabilitation, mais qui est une vertu réelle, de pouvoir utiliser les capacités d'un bâtiment construit, de ne pas démolir et reconstruire alors qu'il y a déjà quelque chose qui existe, qui pourrait être utilisé. Il faut bien faire attention, c'est toujours le cas pour n'importe quel type de bâtiment, de réutilisation et de programme, mais pour les centres de conservation, la question de l'adaptation
bioclimatique de la construction qu'on envisage de réhabiliter pour un centre de conservation, elle est vraiment extrêmement importante. Et ça suppose de renvoyer à une autre notion qui, je pense, est là aussi extrêmement importante et qu'on utilise moins, c'est la question de déphasage. La déphasage, ça concerne aussi les caractérisations des matériaux, non plus dans leur capacité à emmagasiner de la chaleur ou du froid, et à la restituer sur un temps plus ou moins long, mais ça caractérise leur performance en matière de transmission de chaud ou de froid. Le déphasage, un matériau qui présente un très bon déphasage, c'est un matériau qui va mettre du temps à transmettre le chaud, s'il fait chaud à l'extérieur, vers l'espace intérieur. Ça caractérise notamment tous les matériaux isolants. Ce qui caractérise un isolant, c'est qu'il présente, quel que soit le type d'isolant, c'est qu'il présente des caractéristiques de déphasage. Et il y a des matériaux d'isolants plus performants que d'autres. On sait par exemple que de la fibre de bois présentera des caractéristiques de déphasage plus importantes, plus intéressantes que la laine de roche, par exemple. Et même si les deux présentent des caractéristiques de déphasage. Mais ce qui est intéressant, je pense, d'une approche bioclimatique qui aujourd'hui concerne tous les acteurs de maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études, etc., qui travaillent sur les centres de conservation, c'est qu'il faut bien faire la part des choses entre ce qui va relever du déphasage et ce qui va relever de l'inertie. Ce n'est pas du tout la même chose. Et dans le cadre de réhabilitation, c'est effectivement un vrai sujet qui se pose. Et parfois de manière très complexe. Je vous citerai un exemple qui est le centre de conservation, les réserves des musées nationaux de la marine. On nous a demandé effectivement de réhabiliter un bâtiment industriel, enfin une ancienne base de logistique de l'armée française, qui n'avait aucune caractéristique d'enveloppe inerte, etc. La seule chose que ce bâtiment avait, c'est ce qui a justifié sa réhabilitation pour un centre de conservation, c'était un plancher technique très épais, supportant 3 tonnes au mètre carré, et chauffé, plancher chauffant. C'est la seule caractéristique de ce bâtiment qui a permis sa transformation en centre de conservation. Toutes les autres caractéristiques d'enveloppe étaient sans intérêt, et même plutôt défavorables. Le bâtiment fuyait, il continuera de fuir, quoi qu'on fasse, il y aura de l'eau dedans, c'est inévitable dans la conception d'origine du bâtiment. Ce qui faisait sens, c'était ce plancher. 3 tonnes au mètre carré, plancher chauffant. Intéressant à utiliser. Ça permettait par exemple de faire un étage sans faire de fondation. Économiquement très intéressant. Et on a travaillé sur ce projet avec un très très bon bureau d'ingénierie environnementale, et on s'est aperçu qu'il y avait des choses bizarres dans nos simulations thermiques, à la fois des données hydriques et des données en température. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et on s'est aperçu après sondage, etc., et après étude fine de comportement, que par exemple ce plancher chauffant, il avait été bizarrement conçu, pourtant assez récent, sans isolation. C'est-à-dire que le plancher chauffant était directement sur la terre, sur le terrassement. Et on s'est aperçu, en poussant loin avec plusieurs logiciels pour comparer les simulations, etc., parce qu'il faut quand même rappeler que les simulations, j'en parlerai après, ne sont que des simulations, on s'est aperçu que l'inertie, non pas du plancher, mais du sol, de la terre, la restitution de la chaleur, elle arrivait en juillet. C'est-à-dire tout ce qu'on avait chauffé en hiver avait chauffé le dallage, puis le sol, et tout ça en mois de juillet, là où les températures montant, ça revenait aussi. Bon, ça supposait effectivement d'anticiper le fait qu'il allait falloir sans doute arrêter le chauffage assez tôt pour bénéficier plutôt, sans doute dès le mois de mai ou juin, de la restitution de cette inertie réelle de la Terre et de ne pas avoir un surplus d'inertie au moment où vraiment la restitution de la chaleur, on n'en a pas besoin. Donc ça suppose, cette question d'inertie, des appréciations assez justes sur cette opération. Par exemple, on a failli passer à côté du sujet, totalement. Il a simplement fallu qu'avec un échange avec une ingénieure vraiment spécialiste de ces sujets, qu'elle essaie de comprendre les quelques données dans ces différentes simulations qui lui semblaient discordantes et qu'elle compare plus, qu'elle ait fait des relevés, etc., pour se rendre compte de ce qu'était véritablement la question de l'inertie sur le bâtiment. Donc, apprécier des phasages et l'inertie. Par exemple, on a été confronté à la restructuration d'un bâtiment commercial Lidl en périphérie d'Épernay pour un centre de conservation. Sur un bâtiment de ce genre, l'inertie, elle est absolument illusoire. Il y a peut-être le plancher qui peut faire inertie, c'est un plancher un peu épais, il supporte 1 tonne au mètre carré. Le reste,
la couverture en bac acier, les murs en béton de 5 cm d'épaisseur. C'est absolument illusoire de vouloir avoir la moindre inertie. Et donc là, ce qu'on fait, comme très souvent, on en a parlé déjà, la stratégie de la boîte dans la boîte, etc. La stratégie de la boîte dans la boîte, très courante en réhabilitation, c'est effectivement c'est de venir reconstruire des enveloppes, de multiplier les enveloppes. C'est ce qu'on appelle l'effet thermos, qui en fait ne permet pas d'accéder à l'inertie, mais qui permet, par la multiplication de couches, plus ou moins isolantes, d'accumuler les déphasages et de faire en sorte que les variations climatiques extérieures mettent très longtemps à se transmettre vers l'intérieur. Mais le bâtiment ne sera pas inerte. Il mettra simplement plus de temps à s'accorder au climat extérieur. En revanche, quand on nous a demandé de restaurer cet entrepôt hospitalier des années 50 dans le cœur de Poitiers pour faire le CCE de Poitiers, là, ça nous a semblé intéressant, vu la constitution de ce bâtiment, des planchers béton assez épais, des maçonneries béton assez épaisses, de considérer que là, on pouvait accéder à une inertie pas incroyable, ce n'est pas quelque chose, une très grosse inertie, mais il y avait quand même une masse maçonnée qui permettait d'accéder à l'inertie, et donc c'était plutôt l'isolation de l'enveloppe, l'extérieur, qui convenait de traiter pour permettre de profiter de la petite inertie procurée par un bâtiment en béton, un bâtiment maçonné, béton et autres types de maçonnerie plus conventionnels. Donc dans la question des réhabilitations, ce sujet-là, il est évidemment très, très sensible. Il y a une chose qu'il faut noter et toujours rappeler par rapport à l'inertie, et surtout dans l'approche de bâtiments bioclimatiques récents et des exigences nouvelles d'étanchéité des bâtiments. On pense qu'effectivement, ça a été rappelé, qu'il faut que les bâtiments soient de plus en plus étanches. Mais qui dit un bâtiment étanche dit obligation de ventiler, c'est-à-dire de transférer de l'air extérieur, de renouveler l'air, tout simplement pour des questions hygiéniques, c'est réglementé, c'est obligatoire, il n'y a pas de souci. Il faut bien avoir conscience du fait que quand on ventile, c'est-à-dire quand on prend de l'air extérieur et qu'on le met à l'intérieur, on annule de fait, si ce volume est trop important, les effets de l'inertie. On met un trou dans la façade. Donc évidemment, il y a des taux de renouvellement. On a souvent le taux de 0,1 volume-heure pour des réserves, des musées, etc. Mais il faut bien comprendre aussi que ce transfert d'air direct, il va être un élément crucial. Et soit il est temporisé, soit l'air qu'on injecte, il est traité, évidemment, en température, en hygrométrie, etc. Mais que si ce n'est pas maîtrisé, ventiler un local, on annule le bénéfice, soit de l'inertie, soit du déphasage. Alors, il se trouve que donc, la ventilation des bâtiments, c'est une chose extrêmement centrale aussi, ça a déjà été évoqué. Alors, je vais évoquer le cas des réserves des musées de Poitiers, réserve externalisée, un bâtiment que Nathalie Louis connaît très bien et pour cause. Donc, un programme neuf, un programme bien fait, parfait, les objectifs très clairs. On gagne ce concours avec une équipe qui intègre un très très bon bureau d'ingénierie environnementale, élément ingénierie pour ne pas le nommer, donc avec l'objectif effectivement d'une conception bioclimatique, l'accès à l'inertie, un bâtiment le plus étanche possible, etc. Et donc on sépare bien, comme ça a déjà été montré dans le cas de Besançon, mais c'est le même type d'approche, on retrouve toujours les mêmes solutions, deux bâtiments, celui qui doit accéder à l'inertie, qui est le plus grand volume, et celui qui doit être le lieu de travail des équipes qui ont des comportements climatiques différents et qui n'ont pas besoin des mêmes enveloppes, des mêmes systèmes, etc. Donc tout ceci est fait. On insiste beaucoup sur... C'est un peu coupé, mais enfin, c'est surtout la coupe du haut qui est importante. Voilà, vous voyez en partie. Donc on fait des choses en accentuant les éléments. Une enveloppe béton très épaisse, des voiles de 25-30 cm d'épaisseur. Le volume des réserves est entièrement une caisse béton pour accéder à l'inertie, sans protection, sans rien. Tous les réseaux sont apparents. Il n'est pas question de mettre de faux plafonds ou quoi que ce soit de ce genre, si on veut accéder à l'inertie. Autour de ça, on fait une première isolation sur l'enveloppe béton. C'est ce qui apparaît, je ne sais pas si le pointeur fonctionne. Là, peut-être. Oui, voilà. Donc, il y a une première isolation sur la caisse béton. Et puis autour, il y a ce qui fait l'étanchéité à l'eau et à l'air, avec une seconde couche d'isolation en toiture et une seconde couche d'isolation en façade sud. C'est-à-dire qu'on protège encore plus en faisant une sorte de vide tampon
les surfaces les plus exposées au sud et en toiture, et en faisant en sorte que l'orientation du bâtiment, la façade sud soit la plus petite façade de toutes, celle qui est le plus exposée au soleil. Voilà, on va aussi faire en sorte de réutiliser les terres de terrassement pour venir enterrer partiellement le bâtiment. On n'évacue pas les terres. Voilà, donc sur 1,50 m, le bâtiment est partiellement enterré. On retrouve ce qui a déjà été évoqué pour Besançon, hein, c'est le même type d'approche. Très forte étanchéité, double paroi, etc. Et dans tout ceci, on annonce à la maîtrise d'ouvrage, aux futurs utilisateurs, que le bâtiment doit pouvoir tenir ceci sans aucun système, sans rien, doit tenir les conditions climatiques pendant 72 heures, sans rien. Si on arrête tous les systèmes, il y a des systèmes forcément puisqu'il y a une ventilation, donc il faut contrôler l'air qu'on rentre dedans quand on rentre de l'air. Et puis il y a des réserves sèches, il y a des exigences climatiques encore à l'époque, en 2017, assez strictes sur les plages de température et d'hygrométrie. Donc il y a les systèmes. Mais on dit pendant 72 heures, le bâtiment il peut fonctionner sans système. Et c'est pratique, c'est-à-dire que le vendredi soir, quand vous partez, vous éteignez tout, on rallume le lundi, et on n'aura rien consommé pendant 2 jours et demi, 3 jours. Ça doit fonctionner comme ça. Et puis, comme on aime bien conserver de bonnes relations avec nos partenaires des musées, on continue à échanger. Alors, pour l'équipe scientifique a changé, mais Nathalie Louis est toujours là. Donc, on continue à être en contact avec elle. On répond aux sollicitations quand il y a des questions. Fort heureusement, la ville de Poitiers nous a laissé pendant 1 an l'accès à la GTB à distance. Donc, pendant 1 an, on a pu suivre les systèmes, voir ce qui se passait, comment ça fonctionnait, les problèmes éventuels de maintien de climat dans certaines salles, comment ça se stabilisait ou pas, etc. Puisque c'est toujours très long, évidemment, de stabiliser un climat. Il y a un déménagement, on apporte des collections qui ont peut-être un volume d'eau également. Enfin, et puis, on décide avec Nathalie de faire un test, de savoir un peu plus quelques temps après comment ça se passe. Le bâtiment est livré en 2019, donc quelques années après, on revient vers elle en disant on aimerait bien savoir un peu plus comment ça se passe, comment le bâtiment fonctionne aujourd'hui. Et est-ce que, par exemple, les systèmes d'asservissement qu'on avait prévus dans la GTB, le fait, par exemple, que s'il n'y a personne dans les réserves, pas d'éclairage des réserves, on coupe la ventilation des réserves. Pas la peine de consommer de la ventilation s'il n'y a personne dedans. Les collections en elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'une ventilation constante. Elles ont besoin d'une ventilation, évidemment, pour éviter les confinements d'air, etc., mais pas de manière constante. Et on s'aperçoit que cet asservissement, par exemple, il a été shunté très vite. Et on s'aperçoit finalement, en parlant, en échangeant, que depuis quelque temps, le bâtiment fonctionne avec en permanence les CTA qui fonctionnent. Tout le temps, jour et nuit. Et qu'en fait, le mainteneur, puisque comme beaucoup de collectivités, la ville de Poitiers a un contrat avec un mainteneur, le mainteneur, il n'est pas au courant, ou il a oublié, ou il a voulu oublier les capacités du bâtiment. Il fait simplement ce qu'il sait faire sur quantité de bâtiments. Bon, on s'assure que la CTA fonctionne 24 heures sur 24, toute l'année, c'est simple. On vérifie les consignes, si c'est respecté, sans aller plus loin. Donc, premier constat. C'est qu'effectivement, un bâtiment, il faut, mais ça a déjà été dit, mais savoir comment on l'utilise et s'assurer que les gens qui le maintiennent sachent utiliser la conception du bâtiment. Parce qu'une conception bioclimatique, si en maintenance, il n'y a pas de suivi, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Donc on fait un test avec Nathalie, qui au mois de février, au début février, coupe tout, et puis on attend. Les conditions sont bonnes, et puis on attend. Et on a attendu 3 semaines. Au bout de 3 semaines, Nathalie décide effectivement de remettre les choses en route. Alors c'est intéressant, en février, et j'espère qu'on fera cet été, s'il fait très chaud, le même test. On voulait faire un test en hiver, donc conditions défavorables d'hiver. Ce mois de février n'a pas été catastrophique en termes de climat, mais les températures à Poitiers ont varié entre -1 degré et 19 degrés, et avec des humidités aussi très fortes, atteignant 90-95%, avec une pluviométrie moyenne journalière de 20 mm, donc quand même une humidité importante. Et on voit comment se comporte cette chose. Nous, ce qu'on avait en tête, c'est que pendant 72 heures, ça se passait bien. Ce qu'on a, alors ça, c'est la boîte permettant d'accéder à l'inertie avant le cloisonnement. Alors, ce qui permet d'accéder à l'inertie, c'est ça, c'est ce volume béton parfaitement isolé et étanché. Je passe sur le plan. Voilà. Et le résultat, température, on voit en fait que là, c'est sur les 2 premières semaines. Ce qu'on voit en fait, c'est que la température elle baisse
de façon très très lente, de l'ordre de 0,2 degrés par jour, et qu'au bout de 3 semaines, on est passé, selon les réserves, d'un climat qui est aux alentours de 18-19 degrés à un climat qui va être entre 15 et 16 degrés. C'est-à-dire qu'il faut 3 semaines, grâce à l'inertie, grâce à l'étanchéité surtout, et grâce au déphasage fourni par l'isolant, mais c'est plutôt l'inertie qui joue là que le déphasage, et l'étanchéité surtout, une variation extrêmement lente du climat en température. 3 semaines, il se passe rien. Alors 3 semaines aussi sans activité. C'est 3 semaines pendant lesquelles on ne passe pas son temps à ouvrir et sortir des réserves. C'est évidemment le test, ce sont les conditions, un petit peu, mais enfin bon, marginalement. Ça faisait partie des conditions du test, évidemment. On n'est pas sur des réserves en activité. Évidemment, s'il y a une activité, on ramène de la température, des défauts d'étanchéité, etc. Mais c'est intéressant d'avoir ce test bâtiment. Et d'ailleurs, c'est surtout très intéressant pendant les études, je n'ai pas parlé, mais de faire toujours un test de simulation thermique dynamique, pas uniquement en fonctionnement avec les systèmes, mais avec le bâtiment seul pour comprendre ce qui se passe. Et puis l'inertie, ça nous avait intéressé du point de vue de l'inertie hydrique. Parce que pour les réserves, l'hygrométrie relative, c'est extrêmement important. Donc on avait la chance de travailler avec un bureau d'études environnementales qui était très performant, et on avait regardé comment on pouvait simuler la variation de l'hygrométrie relative dans le bâtiment, des études, et comment on pouvait jouer sur une recherche d'inertie hydrique. Les études, c'était en 2017. En 2017, alors les choses ont beaucoup évolué. En 2017, avoir des réponses sur l'inertie hydrique, très compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul logiciel disponible qui était capable de mesurer le comportement hydrique d'un bâtiment, l'hygrométrie relative. Il y avait des choses qu'on connaissait d'expérience. On savait que la terre crue, oui, c'est plutôt bien, que quantité de matériaux biosourcés, bien sûr, le bois, les matériaux poreux, ça, le plâtre, bien sûr, ça, c'est favorable. Mais quand vous alliez chercher même des spécialistes en disant « mais favorable, ça veut dire quoi ?» Qu'est-ce qui se passe dans telles conditions pendant tant de temps? Pas de réponse. La seule réponse, c'est ça va être favorable. Bon. Alors les choses évoluent parce qu'il y a des équipes scientifiques, des laboratoires qui travaillent sur le sujet. Maintenant, on a des données plus importantes. Mais néanmoins, notre bureau d'études environnementales essaie d'approcher le sujet et on conclut qu'on va quand même faire un test sur une réserve, la réserve sèche, métaux, en disant là, ce serait intéressant quand même pour avoir un matériau hygroscopique, donc un matériau qui donne accès à l'inertie, qui soit capable d'absorber une partie d'humidité, de la réguler, l'humidité. Et le choix s'arrête pour quantité de raisons très réglementaires d'ailleurs, pour les questions de compartimentage, coup-feu, etc., sur un matériau qui est du chanvre. Donc il y a la réserve métal qui est revêtue en partie de chanvre, en partie seulement parce qu'on veut quand même conserver des surfaces en béton qui permettent d'accéder à l'inertie. On ne va pas tout mettre en chanvre parce que sinon on perd l'inertie. Donc on conserve des parois béton, et puis il y a d'autres parois, il y a moitié-moitié à peu près, revêtues en chanvre avec un enduit respirant, avec une peinture anti-poussière respirante, avec tout ce qui fait pour permettre d'accéder à l'inertie hydrique. Et si on regarde les résultats de notre test d'arrêt de 3 semaines, en hygrométrie, toutes les réserves se comportent bien. Alors vous voyez sur pour comprendre, il y a, je ne sais pas si on voit, oui, il y a une courbe là en gris qui ne se comporte pas bien, qui est en fait la courbe du volume tampon de transit. Donc c'est normal, ça ne se comporte pas bien parce que ce n'est pas une réserve. Toutes les réserves se comportent bien, plus ou moins bien, il y a des petits sauts, et puis il y a une réserve qui ne va pas bien du tout. C'est celle-ci, qui est précisément la réserve où on a mis un matériau hygroscopique en pensant stabiliser l'hygrométrie. Et le résultat, c'est que le test grandeur nature, pas la simulation cette fois-ci, montre qu'on a le résultat absolument inverse. Ça veut dire que ce matériau hygroscopique, par rapport au poids d'eau, puisqu'on sait, par rapport aux autres simulations, que le bâtiment est étanche, très étanche, et que sans doute le poids d'eau global n'a pas varié, ça veut dire que la restitution de ce poids d'eau qui existait dans le bâtiment a été faite de telle sorte par ce matériau hygroscopique que c'est venu modifier fortement, et parfois assez brutalement, l'hygrométrie relative dans le bâtiment. Alors on n'a pas totalement terminé d'analyser ça, dans les essais de date de février, on cherche encore le ou la spécialiste qui saura nous faire l'analyse précise du rapport entre hygrométrie relative, poids d'eau, etc., pour savoir ce qui se passe, mais on a un résultat qui est à l'inverse
de ce que tout l'ingénierie environnementale nous a dit sur le bénéfice des matériaux hygroscopiques pour la stabilisation de l'hygrométrie. Et par exemple, moi je reste toujours avec une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant, parce qu'elle n'est pas si simple, je pense. Est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir à la fois dans une même pièce un matériau hygroscopique et une installation de traitement de l'hygrométrie relative? Est-ce qu'on peut à la fois avoir un matériau hygroscopique et déshumidifier et humidifier dans le même volume? Qu'est-ce que ça fait comme résultat? Là, on a un exemple qui n'est pas probant. Donc, c'est quand même un sujet sur lequel, extrêmement important sans doute, mais très certainement sur lequel on n'a pas encore toutes les réponses. Alors, il faut sans doute aller plus loin. Nous, on a essayé sur quelques projets qui n'ont pas abouti malheureusement de travailler davantage sur la terre crue, sur les enduits argiles, etc. Mais je pense qu'il va être intéressant, et on voit de plus en plus de bâtiments qui le font, donc je pense que ça va être intéressant, non pas seulement de se fier aux simulations, mais de faire des tests sur les bâtiments effectivement construits pour savoir comment ça se comporte réellement une fois le bâtiment en service. Pour conclure, moi, je dirais simplement que dans toutes ces... Et ça va un peu dans le sens de la présentation qui a été faite sur Besançon, c'est que ce qu'on constate le plus dans la manière de concevoir en tant que maître d'œuvre ces lieux de conservation, c'est sans doute la multiplication des systèmes qui permettent une souplesse d'utilisation. C'est vrai que associer une ventilation liée à une centrale de traitement d'air et des brasseurs d'air, ça permet de ne pas devoir forcément démarrer une centrale de traitement d'air pour brasser et éviter les problèmes de confinement de l'air. Multiplier les systèmes, et peut-être des systèmes simples, mais tout ceci, et ça va plutôt dans le sens de l'économie d'énergie, d'une facilité peut-être de gestion de bâtiments, d'une souplesse de gestion de bâtiments, de capacité de réaction, liée aussi au fait, par exemple, qu'on est capable aujourd'hui très facilement de détecter le départ d'une infestation fongique. Donc, c'est des outils extrêmement importants pour gérer les bonnes conditions de conservation. Mais tout ceci suppose, et là l'exemple de Poitiers nous l'a bien montré par rapport aux mainteneurs des installations climatiques, c'est qu'il faut qu'il y ait un carnet de bord de suivi du bâtiment, des réflexes d'occupation, effectivement, et qu'il n'y ait pas un acteur majeur, en l'occurrence celui qui maintient les installations, qui soit totalement ignorant de ce qui est recherché et de la bonne façon d'utiliser le bâtiment. Voilà, je vous remercie.